L'église Saint-Nizier de Lyon brillait sous les premiers rayons du soleil d'été. Les cloches résonnaient doucement, et l'odeur des pivoines fraîches se mêlait à celle de l'encens, créant une atmosphère presque irréelle. Élodie Moreau, 29 ans, regardait son reflet dans le grand miroir doré de la sacristie. Elle était vêtue d'une robe ivoire fluide, d'une élégance sobre, assortie d'un voile léger qui flottait autour de son visage pâle. Tout en elle transpirait la grâce et l'anticipation. Aujourd'hui devait être le plus beau jour de sa vie. Depuis plus d'1 an, chaque détail avait été minutieusement préparé. Le traiteur venu de Dijon, le photographe primé de Paris, les faire-part imprimés à la main avec du papier recyclé italien, tout avait été orchestré avec une précision presque obsessionnelle. Mathieu Delacour, avocat renommé au barreau de Lyon, devait l'attendre au bout de l'allée, souriant, prêt à prononcer ses vœux. Mais à 11 heures du matin, alors que les invités commençaient à s'installer, une première vague d'inquiétude parcourut les bancs en bois de l'église. Mathieu n'était pas encore arrivé. Élodie, toujours dans la sacristie, ne savait rien. On la distrayait avec des anecdotes sur les mariages précédents, des compliments sur sa coiffure, des chants religieux répétés à mi-voix par le chœur. À 11h30, le silence devint pesant. Le téléphone du témoin de Mathieu resta sans réponse. Le chauffeur affirma qu'il avait déposé le marié à l'hôtel 1 heure plus tôt. Personne ne comprenait. Les regards échangés trahissaient une tension grandissante. L'organiste répétait machinalement les premières notes de la marche nuptiale, espérant que tout rentrerait dans l'ordre d'un instant à l'autre. À midi pile, le prêtre prit une décision. Il fallait prévenir Élodie. C'est sa cousine Camille qui entra, les yeux rougis, la voix tremblante. Elle murmura quelque chose à l'oreille de la mariée. Une fraction de seconde s'écoula, suspendue dans un vide absolu. Puis Élodie chancela. Les murmures à l'intérieur de l'église se muèrent en stupeur quand les portes s'ouvrirent et que la nouvelle se propagea. Le marié ne viendrait pas. Le monde s'écroula en silence. Le bouquet tomba de ses mains. Les perles cousues sur sa robe scintillaient, ironiquement, comme si elle se moquait de sa douleur. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle marcha lentement jusqu'à la nef, comme dans un rêve brisé, regardant chaque visage, chaque sourire compatissant, chaque père Dieu qui se détournait par pudeur ou gêne. La cérémonie n'eut jamais lieu. Les invités quittèrent les lieux, certains en colère, d'autres en larmes, beaucoup dans une incompréhension totale. Le salon de réception, préparé depuis l'aube, resta vide. Les musiciens s'arrêtèrent avant même de commencer. Les coupes de champagne restèrent pleines. L'immense gâteau sur 3 étages trônait dans un coin comme une insulte sucrée. Les parents d'Élodie s'excusèrent auprès des convives, incapables eux-mêmes de trouver les mots. La mère de Mathieu ne répondit pas aux appels. Élodie, elle, s'enferma dans sa chambre d'enfance, dans la maison familiale à Croix-Rousse. Le voile sur les genoux, les cheveux défaits, elle resta là, immobile. Les heures passèrent. Les messages affluaient sur son téléphone qu'elle n'ouvrit pas. Des appels manqués, des excuses confuses, des silences numériques. Personne ne savait où était Mathieu. Personne ne comprenait pourquoi il avait fui. Le lendemain, les journaux locaux titraient « Mariage annulé à la dernière minute »,« Mystère » autour de la disparition de l'avocat Delacour. Les réseaux sociaux relayaient l'affaire, les spéculations fusaient. Mais au milieu de toute cette agitation, Élodie ne cherchait plus à comprendre. Elle était brisée. Pour elle, il n'y avait plus de questions. Seulement un vide immense et une honte qu'elle n'arrivait pas à nommer. Comment se relever quand on a tout donné, tout construit autour d'un futur qui s'évapore en une matinée? Comment exister encore quand les regards vous jugent en silence, même lorsqu'ils se veulent compatissants? Pendant que les échos du scandale se répandaient dans les rues de Lyon, une silhouette sale et silencieuse restait immobile devant les grandes portes de l'église. L'homme était là depuis le début, caché dans l'ombre, vêtu d'un manteau élimé, les cheveux en bataille, le regard droit. Il n'avait rien dit, il n'avait rien fait, mais il avait vu. Et alors que les derniers invités s'éloignaient, le silence se fit dans la rue. L'homme se détourna lentement, ses pas lourds sur les pavés. Personne ne le remarqua. Personne ne demanda qui il était, ni pourquoi il observait ainsi, sans bouger. Mais lui, il avait compris quelque chose. Et au fond de lui, sans encore savoir comment ni pourquoi, il sentit que son destin venait de croiser celui d'Élodie Moreau. Le ciel de Lyon, quelques jours après l'effondrement du mariage, semblait refléter l'état intérieur d'Élodie, gris,
instable, incapable de se fixer. Depuis ce matin funeste, elle n'était plus qu'une silhouette flottante dans les rues familières de la ville. Elle évitait les appels, ignorait les messages et fuyait les regards compatissants des voisins. Sa famille, bien qu'inquiète, avait compris qu'elle avait besoin de silence. Alors elle marchait, sans but, sans fin. Des quais de Saône aux ruelles du Vieux Lyon, ses pas la portaient chaque jour un peu plus loin, comme si elle espérait que la fatigue effacerait la douleur. Mais la douleur ne se dissipait pas. Elle restait là, constante, sourde, comme une présence à la fois familière et étrangère. Ce jour-là, le vent automnal caressait les feuilles tombées autour du parc de la Tête d'Or. Les familles promenèrent des enfants emmitouflés. Les retraités lisaient sur les bancs. Des couples riaient au bord du lac. Élodie avançait lentement, absente, ses yeux fixant l'horizon sans vraiment le voir. Elle s'assit finalement sur un banc libre, sans même remarquer qu'elle s'installait juste en face d'un homme qu'elle avait pourtant déjà vu quelques jours plus tôt. Il était là comme s'il avait toujours été là. Le même manteau usé, les mains jointes entre les genoux, le regard tranquille, presque serein. Il ne la fixait pas, mais il savait qu'elle l'avait remarqué. Ce visage émacié, cette barbe négligée, ses traits fatigués. Pourtant, quelque chose dans son port, dans la manière qu'il avait de rester droit malgré l'évidence de la rue, détonnait. Elle n'était pas sûre, mais au fond de sa mémoire, quelque chose cliquetait. Il y avait eu ce jour à l'église, ce regard croisé brièvement alors qu'elle s'effondrait. Il était là. Elle en était certaine maintenant. Et il la regardait comme on regarde un livre qu'on connaît déjà, mais qu'on relit avec tendresse. Elle n'aurait jamais parlé dans d'autres circonstances. Elle ne s'adressait jamais aux inconnus, encore moins aux hommes seuls sur des bancs. Mais la solitude pesait, et ce regard, sans insistance, sans pitié, l'invitait à franchir une frontière invisible. « Je vous ai vu, dit-elle doucement, à l'église, le jour où tout a basculé. » L'homme tourna légèrement la tête vers elle, comme s'il attendait cette remarque depuis des jours. Il ne parut ni surpris, ni troublé. Il hocha simplement la tête. « Oui, » répondit-il, « je vous ai vu aussi. » Elle attendit une suite, une justification, une question, mais il ne dit rien de plus. Ce silence, étrangement, n'était pas gênant. Il avait quelque chose de stable, de solide. Elle continua. « Pourquoi étiez-vous là? Vous connaissiez quelqu'un ?» L'homme la regarda puis secoua lentement la tête. « Non, personne. J'étais simplement de passage. Et puis, j'ai entendu les cloches. Je suis entré. C'était beau, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. » La sincérité nue de ces mots la frappa. Il ne cherchait ni à minimiser, ni à exagérer. Il constatait. C'était tout. Il n'avait pas ce regard curieux, avide de détails sordides, que beaucoup avaient eu. Il n'essayait pas de comprendre plus que ce qu'elle donnait à voir. « Et depuis ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Depuis, rien. Je marche. Je dors mal. Je mange peu. J'essaie de comprendre. Et vous y arrivez ? » « Non. » Il hocha la tête à nouveau, pensif, comme s'il savait ce que signifiait ce « non ». Puis il se pencha légèrement vers elle. « Parfois, ce qu'on perd est exactement ce qui nous sauve, » dit-il, presque à voix basse. Elle le fixa, surprise. La phrase resta suspendue entre eux, lourde de sens, mais dénuée de toute intention mystérieuse. Ce n'était pas une prophétie, ni une promesse. C'était un fait, dit avec la certitude de quelqu'un qui avait perdu beaucoup. Elle le regarda plus attentivement. Il n'était pas si vieux qu'il en avait l'air à première vue, peut-être la quarantaine. Ses traits étaient marqués, mais son regard restait vif. Il ne demandait rien, ni argent, ni pitié. Il ne cherchait même pas à prolonger la conversation. Il semblait simplement exister là, dans cet instant précis, et cela suffisait. « Vous avez un nom ?» demanda-t-elle, presque malgré elle. « Alain ? Juste Alain ? Pour l'instant, oui. » Elle ne sut que répondre. Il n'était ni hostile, ni amical, juste présent. Et cette présence, inexplicablement, la réconfortait. Ils restèrent là, côte à côte, sans échanger un mot de plus, à regarder les enfants courir après les pigeons, les feuilles tourbillonner au vent, les heures passer lentement. Quand elle se leva finalement pour partir, elle se tourna vers lui, incertaine. « Je reviendrai peut-être demain, dit-elle. » Il acquiesça doucement. « Je serai là, ou ailleurs, mais toujours quelque part. » Elle marcha quelques pas, puis se retourna. Il ne la regardait plus.
Il fixait un point invisible devant lui, les mains toujours jointes. Une part d'elle voulait revenir, comprendre qui il était, pourquoi ces mots l'avaient touché. Une autre se méfiait encore, de lui, d'elle-même, de tout. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis des jours, elle rentra chez elle sans cette boule dans la gorge, sans cette impression d'étouffer dans sa propre peau. Elle s'allongea sur le lit, ferma les yeux et se permit de respirer profondément. Et dans ce calme retrouvé, les mots d'Alain résonnèrent à nouveau, simples, posés, indélébiles. Parfois, ce qu'on perd est exactement ce qui nous sauve. Les jours suivants s'écoulèrent avec une lenteur étrange, entre les bruits familiers de la ville et les silences intérieurs d'Élodie. Elle ne s'expliquait pas pourquoi ses pas la ramenaient toujours vers ce même parc, à cette même heure de fin de matinée. Ce n'était pas une promesse ni un rendez-vous. Et pourtant, chaque fois qu'elle arrivait, Alain était là. Assis au même endroit, toujours enroulé dans son vieux manteau, un bonnet tiré bas sur son front, les yeux perdus entre les branches nues et les rires lointains. Il ne parlait jamais le premier. Il ne la saluait même pas. Mais dès qu'elle s'asseyait, une sorte de trêve silencieuse s'installait entre eux. Elle avait appris à ne pas poser trop de questions. Il répondait peu, et toujours avec des phrases brèves, directes, parfois désarmantes dans leur sincérité. Un jour, elle lui avait demandé ce qu'il faisait avant d'être dans la rue. Il avait haussé les épaules et dit « autre chose ». Puis il avait détourné les yeux. Elle n'avait pas insisté. Mais un matin, sans qu'elle sache pourquoi, elle rompit la routine. Elle arriva plus tôt que d'habitude, 2 cafés brûlants à la main achetés à un kiosque au coin de la rue. Elle hésita une seconde avant de tendre l'un des gobelets à Alain. Il la fixa, surpris. Il sembla prêt à refuser, mais changea d'avis. Il accepta le café sans un mot et en but une gorgée avec lenteur. « Il est fort, dit-il enfin, comme je les aimais avant. » Elle sourit. « Tu parles au passé. Tu n'aimes plus ?»« Je me suis habitué à m'en passer. » Il ne disait jamais « je suis sans abri » ni « je vis dans la rue ». Il disait « je me suis habitué, je me débrouille, je suis passé par là ». Elle trouvait cette manière de parler à la fois pudique et lucide. Ils burent leur café en silence, puis elle se tourna vers lui un peu nerveuse. « Tu veux venir dans un endroit où il fait chaud? J'habite à 10 minutes d'ici. Ce n'est qu'un café, mais assis à une vraie table. » Il la regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot, chaque sous-entendu possible. Puis il hocha lentement la tête. Ils marchèrent côte à côte, sans parler. Dans la rue, les gens jetaient parfois un regard étrange à Alain. Ses vêtements usés et sa barbe hirsute détonnaient à côté de l'allure soignée d'Élodie, mais elle n'y prêtait pas attention. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre de ne pas expliquer ses gestes, de ne pas se justifier. Chez elle, elle lui proposa de s'asseoir pendant qu'elle préparait quelque chose à manger. Il observa l'appartement, sans curiosité excessive, mais avec une précision discrète. Elle remarqua qu'il s'arrêtait sur certains détails. Les livres bien rangés, les tableaux accrochés au mur, le piano silencieux dans un coin du salon. « Tu joues ?» demanda-t-il en désignant l'instrument. « Pas très bien, mais oui, quand j'ai besoin de me retrouver. » Il hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement ce que cela signifiait. Elle servit 2 assiettes de soupe maison et coupa du pain frais. Il mangea lentement, sans précipitation, savourant chaque bouchée comme si elle avait une valeur particulière. Il ne fit aucun commentaire sur le fait d'être assis à une table, au chaud, avec un vrai repas. Mais elle voyait dans son regard quelque chose de différent. Pas de la gratitude, pas de la gêne, une sorte de paix discrète. Quand ils eurent fini, elle se risqua à une nouvelle question. Pourquoi ne pas chercher un centre d'accueil? Tu pourrais avoir un toit, des repas, un peu de confort. J'ai essayé, ce n'est pas pour moi, trop de règles, trop de regards. Dans la rue, au moins, on est invisible. C'est dur, mais c'est libre. Elle comprenait. À sa façon, elle aussi s'était sentie enfermée dans une vie trop organisée, trop regardée. Peut-être que ce qui les rapprochait, au fond, c'était cette envie de fuir les attentes des autres. Les jours suivants, elle l'invita à nouveau. Parfois pour un café, parfois pour un repas. Jamais rien de plus. Ils parlèrent de tout et de rien. De la pluie, des gens, des livres qu'elle lisait, des musiques qu'elle écoutait. Lui parlait peu de lui, mais ses remarques trahissaient une éducation poussée, un vocabulaire riche, une capacité d'analyse inhabituelle. Elle le surprit un jour en train de commenter un article politique laissé ouvert sur la table. Il parla avec précision de la situation économique, des décisions ministérielles, des subtilités de la Constitution.
Elle le fixa, étonnée. « Tu as fait des études ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « On en fait tous à notre manière. » Mais elle sentait que ce n'était pas un simple autodidacte. Il y avait quelque chose d'ancien en lui, une manière de parler qui trahissait un passé qu'il refusait d'évoquer. Elle ne comprenait pas ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais ce n'était pas de la pitié non plus. Il y avait en Alain une lumière étrange, une force tranquille, une humanité brute qu'elle n'avait jamais vue chez personne. Il ne cherchait rien, il ne promettait rien. Il existait, simplement, dans une vérité sans phare, et cela suffisait à bouleverser ses repères. Un soir, en rentrant chez elle, après l'avoir accompagnée à la porte, elle trouva une enveloppe glissée sous le paillasson. Elle hésita, puis l'ouvrit. Une lettre signée de la main de Mathieu. Son écriture, reconnaissable entre toutes. Les mots semblaient trembler sur le papier. « Élodie, je ne sais pas si j'ai le droit de t'écrire. Je ne sais pas si tu liras jusqu'au bout. Mais je dois essayer. Je dois au moins t'expliquer. J'ai fui. Je t'ai abandonné. Il n'y a pas d'excuse pour ça. J'ai eu peur. De toi, de moi, de ce que nous étions devenus. Je t'ai trahi, bien avant ce jour-là. Il y a eu quelqu'un, une erreur, un moment de faiblesse. Je ne l'ai jamais assumé. J'ai tout enterré sous les apparences. Et puis à l'approche du mariage, tout m'a explosé au visage. J'ai paniqué. J'ai pris la pire décision de ma vie. Je ne te demande pas de me pardonner, mais je voulais que tu saches la vérité. » Elle relut la lettre plusieurs fois, le cœur battant. Ce qu'elle redoutait depuis le début, ce qu'elle avait tenté de ne pas imaginer, venait de se confirmer. L'humiliation n'était pas qu'un abandon, c'était aussi une trahison, un choix délibéré, un acte lâche. Mais au lieu de la briser à nouveau, cette lettre provoqua autre chose, une forme de libération. Elle n'avait rien à regretter. Ce mariage n'était pas une perte, c'était une erreur évitée. Les mots d'Alain prenaient tout leur sens. Ce qu'elle avait perdu l'avait peut-être réellement sauvée. Et alors qu'elle se tenait là dans l'entrée de son appartement, la lettre encore entre les mains, une certitude naquit en elle. Elle voulait en savoir plus, pas sur Mathieu, mais sur Alain. Le matin qui suivit la lecture de la lettre de Mathieu, Élodie se leva avec un mélange étrange d'apaisement et de colère. Apaisement, parce que la vérité l'avait libérée d'un doute sournois. Colère, parce que cette vérité venait trop tard, quand tout était déjà détruit. Elle jeta la lettre dans un tiroir sans l'avoir répondue, sans en avoir parlé à personne. C'était fini. Ce chapitre de sa vie était clos, même s'il laissait des cicatrices invisibles. Ce qu'elle avait perdu, elle ne le regrettait plus. Elle voulait avancer. Et sans trop se l'avouer, elle voulait avancer avec Alain dans son champ de vision. Elle retourna au parc à l'heure habituelle, mais il n'était pas là. Ce fut la première fois. Elle attendit 1 heure, peut-être 2, regardant autour d'elle, cherchant sa silhouette, ce manteau si reconnaissable, cette posture droite malgré la fatigue apparente. Rien. Un vide étrange s'installa. Elle rentra chez elle, frustrée, inquiète, déçue sans raison valable. Le lendemain, même absence. Le surlendemain, pareil. Ce n'est que le 4e jour, en fin d'après-midi, alors qu'elle sortait d'une librairie, qu'elle le vit assis sur le trottoir près d'un café, le bras en écharpe, le regard fixé sur le sol. Elle s'approcha aussitôt, les battements de son cœur s'accélérant. « Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle en s'accroupissant devant lui. Il releva lentement la tête. Il avait une coupure au-dessus de l'œil, un hématome encore vif sur la joue et sa main droite bandée grossièrement. « Ce n'est rien, murmura-t-il. Une mauvaise rencontre. Ça arrive. Tu es allé à l'hôpital ? Non, pas besoin. Ce n'est pas la première fois. Qui t'a fait ça ? Il détourna les yeux. Personne d'important. Un type comme moi n'a pas toujours le luxe d'éviter les ennuis. Elle le fixa, partagé entre la compassion et la rage. Il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas la violence, l'oubli, l'indifférence. Il avait choisi une vie dure, mais cela ne justifiait pas qu'il soit traité comme un moins que rien. « Tu viens chez moi », dit-elle sans réfléchir. « Je ne te laisse pas dormir dehors dans cet état. » Il tenta de protester, mais elle insista fermement. Elle ne le supplia pas, elle le décida. Il n'eut plus la force de discuter. Elle l'aida à se lever, passa un bras sous le sien et l'accompagna jusqu'à son appartement. Une fois à l'intérieur, elle le guida jusqu'au canapé, lui apporta une serviette chaude, du désinfectant, de quoi boire. Il ne disait rien, acceptait simplement ce qu'elle lui offrait.
Lorsqu'elle tenta de s'occuper de sa main, il se tendit. « Laisse, dit-il, je peux le faire. » Mais elle insista, cette fois avec douceur. Elle nettoya la plaie, changea le pansement, puis s'assit en face de lui, le regardant longuement. « Pourquoi refuses-tu toujours de parler de toi ? Je ne suis pas là pour te juger, tu le sais. » Il soupira. « Parce que plus on dit de choses, plus on en attend de vous, et je ne veux pas qu'on attende quoi que ce soit de moi. Et si c'est moi qui veux donner, sans rien attendre ?» Il secoua lentement la tête. « Personne ne donne sans attendre, même toi. »« Tu te trompes, » répondit-elle sans hésiter. « Je ne te demande rien. Pas d'explication, pas de promesse. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul. » Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il semblait peser, oui, mais d'un poids nécessaire, comme une vérité qu'on ne dit pas mais qui s'installe. « Tu peux dormir ici ce soir, et les autres soirs aussi, si tu veux. Juste le temps que ton bras guérisse. » Il ne répondit pas immédiatement. Puis, à voix basse, « Tu es folle. Peut-être, mais j'en ai assez d'être raisonnable. » Ce soir-là, elle lui installa un lit de fortune dans le salon. Elle lui apporta un pyjama propre, un de ses anciens habits trop grands. Il prit une douche, resta longuement sous l'eau chaude, comme s'il effaçait des années de fatigue et de crasse. Lorsqu'il sortit, elle vit un autre homme, pas parce qu'il était propre, mais parce qu'il semblait allégé d'un poids invisible. Les jours qui suivirent furent étrangement harmonieux. Ils partagèrent les repas, parlèrent davantage. Il était toujours discret, réservé, mais elle sentait une ouverture nouvelle. Il commentait les émissions, riait parfois à ses blagues, proposait de l'aider pour de petites tâches. Malgré son bras blessé, il voulut faire la vaisselle, ranger les livres, réparer une étagère bancale. Et surtout, il cuisinait. Un matin, elle le trouva dans la cuisine, en train de préparer des œufs brouillés à la truffe avec une maîtrise déconcertante. Le midi suivant, il concocta un risotto au citron et basilic qui aurait rivalisé avec n'importe quel chef étoilé. Elle le regardait faire, stupéfaite. « Où as-tu appris tout ça ?» Il haussa les épaules. « Ici et là. Tu ne peux pas dire « ici et là » pour une telle technique. Tu as été formé, non ? Disons que j'ai eu accès à certaines choses, à une autre époque. » Son accent aussi, de plus en plus perceptible, portait des traces parisiennes. Pas celui des banlieues, ni des quartiers populaires. Celui du centre, du luxe, de la vieille éducation. Il parlait comme quelqu'un qui avait fréquenté des salons privés, pas des centres d'hébergement. Et il avait ce goût, presque instinctif, pour les objets de valeur. Elle l'avait surpris en train d'observer longuement un vase ancien hérité de sa grand-mère. « Sèvres », dit-il simplement, « 19e siècle, série limitée. Beau travail, elle n'avait jamais su cela. Lui, apparemment, si. » Un après-midi, alors qu'elle faisait la lessive, elle découvrit, cousue à l'intérieur d'un de ses manteaux, une étiquette en tissu, fine, brodée avec soin. Un nom y était inscrit en lettres dorées, Dubois en Fils, Faubourg Saint-Honoré. Elle fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose, sans qu'elle sache d'où. Ce n'était pas seulement une marque de vêtements de luxe, c'était autre chose. Elle fit une recherche rapide sur son téléphone, mais sans aller trop loin. Elle sentait que ce nom n'était pas à prendre à la légère. Elle replia le manteau, rangea la découverte pour elle-même et se promit de creuser plus tard. Alain, de son côté, ne dit rien. Peut-être ne savait-il pas ce qu'elle avait vu, ou peut-être faisait-il semblant. Mais ce soir-là, elle ne put s'empêcher de le regarder différemment. Non pas avec méfiance, mais avec une curiosité plus vive, plus pressante. Qui était-il vraiment? Et pourquoi refusait-il obstinément de l'être? Le lendemain, la routine tacite entre Élodie et Alain reprit, mais l'esprit de la jeune femme était troublé. Depuis qu'elle avait trouvé cette étiquette discrète à l'intérieur du manteau d'Alain, un nom continuait à tourner dans sa tête. Dubois en Fils, Faubourg Saint-Honoré. Elle n'avait pas osé faire de recherche approfondie encore, comme si mettre un nom exact sur ce qu'elle soupçonnait rendrait les choses irréversibles. Mais l'intuition persistait. Alain n'était pas seulement un homme cultivé qui avait vécu dans la rue. Il y avait quelque chose de plus profond, plus ancien, plus enfoui. Quelque chose qu'il s'évertuait à cacher. Le contraste entre ses manières et son apparence continuait de la frapper jour après jour. Il avait une précision naturelle dans les gestes, une économie de mouvement propre à ceux qui avaient été éduqués à respecter des règles invisibles. Lorsqu'il se levait de table, il plaçait sa serviette avec soin, sans jamais y penser à voix haute. Quand il lisait, il choisissait des auteurs exigeants,
sans jamais se vanter. Il parlait peu, mais quand il parlait, ses phrases étaient construites avec une justesse grammaticale presque académique. Un jour, il corrigea sans y penser la prononciation d'un nom allemand qu'elle avait mal lu à voix haute. Elle lui lança un regard curieux. « Tu es une énigme, dit-elle. Il va falloir que je commence à mener l'enquête. » Il répondit par un sourire discret, le genre de sourire qui esquive plus qu'il ne révèle. Un soir, alors qu'il préparait un bœuf bourguignon à la perfection presque insolente, elle décida de le confronter sur ses talents. « Tu cuisines comme un chef étoilé, Alain. Tu veux vraiment me faire croire que tu as appris ça dans la rue ?» Il tourna lentement la tête vers elle, l'air amusé, mais resta silencieux un moment. « Disons que j'ai eu une autre vie et que je ne suis pas très pressé de la retrouver. » Elle croisa les bras. « Une autre vie, c'est vague. Tu étais quoi? Chef? Professeur? Diplomate? Tu parles 3 langues? Tu connais l'histoire de l'art? Tu sais différencier un Bourgogne d'un Bordeaux rien qu'à l'odeur. » Il haussa les épaules. « Un peu de tout ça, peut-être. Et maintenant? Tu veux quoi maintenant ?» Il s'interrompit dans sa préparation, les mains couvertes de sauce et la regarda longuement. « Maintenant, je veux juste respirer, et, si possible, le faire sans devoir rendre de compte à personne. » Elle ne répondit pas. Elle comprenait ce besoin. Elle-même avait passé des années à ajuster son image, à entrer dans les cases, à plaire à un homme qui, finalement, n'avait pas eu le courage de l'aimer vraiment. Mais ce que disait Alain cachait autre chose. Il ne s'agissait pas simplement d'un homme lassé du système. Il s'agissait de quelqu'un qui fuyait activement quelque chose, ou quelqu'un. Cette nuit-là, en rangeant la cuisine pendant qu'il lisait dans le salon, elle retourna voir discrètement la fameuse étiquette. Elle la photographia puis la rechercha sur Internet. Ce qu'elle trouva la fit froncer les sourcils. Dubois & Fils n'était pas une simple maison de couture. C'était une entreprise artisanale, fondée au XIXe siècle, fournisseur officiel de vêtements pour plusieurs familles de l'aristocratie française. Un article ancien évoquait la famille Dubois comme faisant partie des lignées les plus discrètement influentes de Paris. Le nom complet, qui revenait à plusieurs reprises, était Alain Dubois. Mais aucun détail récent. Seulement un fait intrigant. L'héritier principal avait disparu de la vie publique depuis plusieurs années, sans explication. Elle verrouilla son téléphone, le cœur battant. Alain Dubois. Elle murmura ce nom pour elle-même. Cela ne prouvait rien encore, mais le doute grandissait. Le lendemain, elle tenta d'en savoir plus sans le brusquer. Elle observa son comportement avec une attention renouvelée. Quand elle ouvrait une bouteille de vin, il la guidait du regard, notant d'un mot si elle laissait trop s'échapper le tanin ou si elle servait dans le mauvais ordre. Lorsqu'il passait devant une vitrine d'antiquaire, ses yeux s'arrêtaient invariablement sur les pièces les plus rares, les plus chères, comme par habitude. Il portait la rue avec lui, mais il en venait manifestement pas. Une semaine passa ainsi, faite de repas partagés, de silences lourds de sous-entendus, de conversations tangentes. Elle hésitait à le confronter, à briser cet équilibre fragile qu'ils avaient construit, jusqu'à ce que le passé revienne frapper à sa porte, brutalement. Un après-midi d'automne, alors que la lumière déclinait, la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte sans réfléchir et se figea. Mathieu se tenait là, l'air fatigué, mal rasé, nerveux. « Élodie, je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais il faut qu'on parle. » Elle voulut refermer la porte, mais il la bloqua doucement, sans violence. « 10 minutes, je t'en supplie. C'est tout ce que je demande. »« Tu as eu ton moment, » dit-elle sèchement. « Tu m'as déjà tout dit dans ta lettre. »« Non, pas tout. Pas vraiment. Je me suis comporté comme un lâche, mais je veux réparer. Je sais que j'ai tout gâché, mais... » Il s'interrompit en voyant Alain apparaître derrière elle, immobile, silencieux. Leurs regards se croisèrent. Mathieu fronça les sourcils. « C'est qui, lui ?»« Ce n'est pas ton affaire, » répondit Élodie. « Tu vis avec un clochard maintenant? Tu me remplaces par un type qui dort sur des bancs ?» Elle le gifla. Le geste partit tout seul, sec, précis. « Tu ne sais rien de lui, et tu ne sais plus rien de moi. » Elle referma la porte sans le regarder, mais ce qu'elle vit en se tournant vers Alain lui coupa le souffle. Il n'avait pas bougé, mais dans ses yeux, une tempête silencieuse grondait. Ce soir-là, Alain ne parla pas. Il ne mangea pas. Il resta assis longtemps, dans l'obscurité du salon, jusqu'à ce qu'elle s'endorme sur le canapé. Quand elle se réveilla au petit matin, il n'était plus là. La couverture pliée avec soin.
les vêtements laissés sur une chaise, et un simple mot griffonné sur une feuille de carnet. « Tu mérites plus que quelqu'un qui se cache. » Elle resta debout, figée, le papier dans les mains. Il était parti. Encore. Mais cette fois, elle ne comptait pas le laisser disparaître. Les jours qui suivirent le départ d'Alain furent parmi les plus longs et les plus lourds qu'Élodie ait connus depuis la fin de sa relation avec Mathieu. Elle retournait chaque matin devant sa porte, espérant un signe de sa présence, un mot griffonné, un simple souvenir tangible qu'il n'était pas entièrement parti. Mais il n'y avait rien. Pas une trace. Pas un message. Rien qui puisse attester qu'il avait réellement existé autrement que dans ses pensées. Elle se sentait vidée, comme si son souffle avait été aspiré par ce vide laissé derrière lui. Elle passait de longues heures assise à son bureau, le regard fixé sur le téléphone, attendant un appel qui ne venait jamais. Les autres conversations semblaient futiles, vaines, comme si tout le monde parlait une langue étrangère. Elle avait perdu le goût de la musique, la saveur des plats. Même la chaleur apaisante de son appartement lui semblait artificielle. Chaque objet semblait attendre quelque chose qu'elle ne pouvait plus nommer. Les livres sur les étagères, les photographies sur les murs, tout reflétait une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Ce matin-là, alors que les nuages gris s'amoncelaient au-dessus de Lyon, la sonnette retentit brusquement, brisant le silence presque religieux de l'appartement. Élodie, encore ensommeillée, descendit les marches en courant, pressée par une intuition confuse. Elle ouvrit la porte sans réfléchir et se retrouva face à un visage qu'elle n'attendait plus, Mathieu Delacour. Son ex-fiancé se tenait là, mal à l'aise, hésitant, comme si chaque pas qu'il faisait pesait une tonne. Il n'avait plus l'allure impeccable d'autrefois. Son costume, jadis parfaitement taillé, pendait désormais avec un pliure maladroit, comme s'il n'était plus fait pour lui. Son visage était creusé par la fatigue. Ses yeux portaient cette lueur nerveuse de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des nuits entières. « Bonjour », murmura-t-il, la voix hésitante. « Je sais que je n'ai rien à faire ici, mais je dois te parler. » Élodie le dévisagea sans un mot. Son cœur tambourinait contre sa poitrine, mêlant colère, surprise, dégoût et, étrangement, une curiosité qu'elle n'arrivait pas à réprimer. Elle referma la porte lentement, sans brutalité, mais avec une détermination froide. « Entre », dit-elle simplement. Mathieu entra, les mains dans les poches, évitant soigneusement de croiser son regard. Il restait debout, immobile, comme s'il cherchait ses mots dans l'air, incapable de les attraper. Finalement, après un silence pesant, il parla. « Je sais que tu as toutes les raisons de me haïr, » dit-il. « Je t'ai trahi et abandonné. J'ai ruiné ta vie, ou du moins ce que tu pensais qu'elle serait. Je ne cherche pas ton pardon. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parce que je suis coincé. Et toi, au moins, tu semblais exister encore. Quand je vois ce que tu fais, comment tu vis maintenant ?» Il s'arrêta, réalisant peut-être qu'il n'allait nulle part. Élodie l'écoutait, immobile, les bras croisés, ses pensées tourbillonnant entre rancune et incrédulité. « Je ne veux pas revenir dans ta vie, » ajouta-t-il après un moment. « Je veux juste une conversation, une explication plus claire, si possible. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de le regarder, ses yeux débordant de cette force tranquille qu'elle avait découverte en elle depuis qu'elle avait rencontré Alain. Elle se souvenait de chaque repas partagé, de chaque silence complice, de chaque mot jamais prononcé, mais pourtant ressenti. Elle se souvenait de l'homme qui avait su la regarder sans jugement, qui avait su l'écouter sans interruption, qui avait su être présent sans demander quoi que ce soit en retour. Elle hocha la tête, indiquant d'un geste imperceptible qu'il pouvait s'asseoir. Il s'installa sur le canapé, comme s'il entrevoyait la possibilité d'une rédemption, même infime. « J'ai entendu dire que tu vivais maintenant avec quelqu'un, » dit-il d'une voix basse, presque honteuse. Un homme du parc, un sans-abri apparemment. La façon dont il prononça ces mots fit grimacer Élodie intérieurement. Des sans-abri, des clochards, des vagabonds. Ces termes avaient une connotation dégradante. Elle ne détourna pas le regard. « Peu importe qui il est, » corrigea-t-elle calmement, « je t'ai vu te comporter comme un lâche. Je n'ai plus besoin d'explications. J'ai besoin de respect, et encore moins de jugement sur les gens que je choisis de fréquenter. » Mathieu ferma les yeux, contractant ses muscles comme s'il cherchait à retenir quelque chose de fragile. Il inspira longuement. « Je ne voulais pas te blesser, » murmura-t-il, « mais j'ai paniqué. Je ne savais pas comment gérer tout ça. Je vivais sous une pression constante.
Entre mon travail, ma famille, mes obligations, et puis au lieu de te dire ce que je ressentais, j'ai fui. Je suis désolé. Vraiment. La sincérité de ces mots sembla flotter dans la pièce, fragile, mais présente. Elle n'effaçait rien. Elle n'excusait rien. Mais elle apportait une forme de vérité nue. Une vérité qu'Élodie avait déjà affrontée seule, dans le silence de ses nuits, dans les pages de sa propre histoire. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, » répondit-elle enfin. « Et je ne veux pas que tu trouves une seconde chance auprès de moi. Je mérite quelqu'un qui assume ses responsabilités, quelqu'un qui sait aimer sans fuir. » Mathieu baissa la tête. « Je comprends, dit-il. Je ne suis pas venu pour te récupérer. Je voulais juste comprendre. Pourquoi tu l'as aidé ?» Élodie resta immobile. Son regard se durcit un instant, puis s'adoucit. Elle ne voyait pas en Mathieu un rival. Elle voyait un homme qui avait choisi la facilité de la fuite, plutôt que celle de l'affection sincère. « Il ne m'a rien demandé, » répondit-elle. « Je n'avais aucune obligation envers lui. Je l'ai aidé parce qu'il y avait de la dignité dans sa manière d'être, même sans rien attendre en retour. Et cela, je ne l'ai jamais vu chez toi. » Le silence revint. Mathieu la fixa un moment, puis se leva lentement. « Je ne te dérangerai plus, » dit-il avant de se diriger vers la porte. « Je voulais juste que tu saches que je regrette mes choix. » Il sortit, laissant derrière lui une porte close mais des pensées ouvertes. Élodie resta immobile, respirant lentement, sentant une forme de paix renouvelée s'installer en elle. Elle n'avait plus besoin de regarder en arrière. Elle avait traversé la tempête, affronté la vérité, et elle allait de l'avant. Ce jour-là, elle comprit que certaines visites indésirables ne viennent pas perturber notre vie, mais révéler à quel point nous avons évolué. Et dans le silence laissé par le départ de Mathieu, un écho plus fort résonna dans son cœur, celui d'un choix fait avec lucidité, non pas par défaut, mais par décision consciente. Elle referma la porte, prit une profonde inspiration et marcha vers la fenêtre. Le monde continuait de tourner, indifférent mais implacable. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était encore debout, prête à affronter ce qui venait. Le lendemain matin, Élodie se leva tôt. La lumière hivernale filtrait à peine à travers les rideaux et l'appartement semblait figé dans une torpeur silencieuse. Tout autour d'elle respirait une forme de calme étrange, comme si l'absence d'Alain avait laissé un vide précis, palpable, mais pas vide de sens. Elle savait qu'il n'était pas loin. Elle savait aussi qu'il avait choisi de partir parce qu'il croyait ne pas pouvoir lui offrir autre chose que cette disparition. Mais elle refusait d'accepter ce choix. Elle n'en avait pas fini avec lui. Elle voulait comprendre. Elle devait comprendre. Son regard se posa sur son téléphone. L'image de l'étiquette Dubois en Fils, Faubourg Saint-Honoré, s'affichait encore, capturée quelques jours plus tôt dans l'intimité de ses pensées. Ce matin-là, elle se décida enfin à faire ce qu'elle avait évité jusqu'ici, une vraie recherche. Non pas une simple curiosité, mais une enquête, presque journalistique. Elle voulait creuser au-delà des apparences. Elle ouvrit son ordinateur, entra les mots avec précision. Famille Dubois, Faubourg Saint-Honoré, Alain Dubois. Les résultats furent immédiats. Des articles anciens, des portraits dans des revues économiques, des archives de la presse parisienne. Elle cliqua sur un lien de 2016, publié dans un magazine de prestige. Un reportage complet sur la famille Dubois, lignée industrielle fondée au XIXe siècle, propriétaire de maisons de luxe, de domaines viticoles, de galeries d'art. Leurs noms n'étaient pas connus du grand public, mais dans les sphères influentes, ils étaient incontournables. Le dernier héritier officiel, Alain Dubois, né à Paris, diplômé en philosophie à la Sorbonne, formé en œnologie à Bordeaux, passionné d'art contemporain. Il avait disparu de la circulation 7 ans plus tôt, peu après la mort soudaine de ses parents dans un accident de voiture suspect. Aucune explication, aucun communiqué, aucune image depuis. Élodie sentit un frisson glisser le long de sa colonne vertébrale. Tout ce qu'elle avait observé chez Alain, sa culture, son vocabulaire, ses gestes, sa capacité à distinguer un millésime au nez, tout devenait limpide. Il n'était pas un homme cultivé par hasard. Il était Alain Dubois, et il avait choisi de s'effacer du monde, de disparaître des radars, d'abandonner une vie toute tracée. Pourquoi? C'était la question. Elle décida de ne pas attendre davantage. Elle réserva un billet de train pour Paris, contacta une connaissance de son passé universitaire, Léa, installée dans le 14e arrondissement. Elle savait que Léa avait étudié quelques années dans un lycée parisien prestigieux
et qu'elle avait des liens dans les cercles culturels et artistiques. Si quelqu'un pouvait l'aider à confirmer ce qu'elle soupçonnait, c'était elle. Le train partit en fin d'après-midi. Élodie regarda défiler les paysages d'hiver, les collines grises, les villages figés dans le froid. Elle pensait à Alain. Elle revoyait son regard quand il corrigeait discrètement un mot mal prononcé, son silence quand elle posait une question trop précise. Elle repensait à sa phrase, celle qu'il lui avait laissée avant de partir. « Tu mérites plus que quelqu'un qui se cache. » Il n'avait pas fui par honte. Il avait fui par peur de l'impact de son passé sur elle. Arrivée à Paris, elle retrouva Léa dans un café discret du Marais. L'ambiance était feutrée, l'atmosphère intime. Après les salutations, Élodie sortit son téléphone, montra la photo de l'étiquette puis l'article. « Léa, est-ce que le nom Alain Dubois te dit quelque chose ? Je crois que j'ai besoin que tu me confirmes quelque chose que je n'arrive pas à croire moi-même. » Léa fronça les sourcils, examina la photo puis le texte. « Alain Dubois, tu parles bien de celui qui a disparu il y a quelques années ? C'est une histoire assez connue dans certains milieux. Un type brillant, discret, fils unique, un peu marginal dans sa manière de penser. Après la mort de ses parents, il a tout laissé tomber. Certains disaient qu'il avait craqué, d'autres qu'il préparait quelque chose. Mais en vrai, personne ne l'a revu. Pourquoi tu me parles de lui ?» Élodie hésita, puis sortit une photo prise en cachette sur son téléphone. Un portrait d'Alain chez elle, lisant sur le canapé. Léa blêmit. « C'est lui. Je veux dire, il a changé, évidemment. Mais c'est bien lui, c'est Alain Dubois. » Élodie sentit sa gorge se serrer. Ce qu'elle avait redouté ou espéré était vrai. L'homme qui avait partagé son quotidien pendant plusieurs semaines, qui s'était assis à sa table, qui avait dormi dans son salon, n'était pas simplement un sans-abri au passé trouble. C'était un héritier, un homme issu de l'élite, qui avait tout laissé derrière lui. Léa reprit. Il était différent, tu sais. Même quand il était encore dans son monde. Il ne supportait pas l'hypocrisie, les apparences. Il lisait des choses que personne d'autre ne lisait. Il disait souvent que la richesse n'était qu'une prison dorée. Il voulait vivre autrement, mais je ne pensais pas qu'il irait si loin. Élodie acquiesça lentement. Il n'a jamais parlé de son passé. Pas une seule fois. Mais il savait tout. Il connaissait les vins, les tableaux, les auteurs. Il savait même reconnaître un vase de Sèvres au premier coup d'œil. C'est son éducation. Il a grandi dans ça. Mais tu sais, je crois qu'il a disparu non pas pour fuir quelque chose, mais pour chercher une forme de vérité qu'il ne trouvait pas dans son monde. Élodie resta silencieuse. Elle pensait à ce qu'il avait dit sur la liberté, sur l'anonymat, à ses blessures, à ses silences, à la violence de ceux qui l'avaient attaqué dans la rue. Il avait choisi de se fondre dans la masse, de devenir invisible, non par désespoir, mais par conviction. Mais alors pourquoi était-il revenu vers elle ? Pourquoi avait-il accepté son aide, sa présence ? Peut-être parce qu'en elle, il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Quelqu'un qui le regardait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il représentait. Le soir même, elle prit le dernier train pour Lyon. Elle sentait en elle une tension nouvelle, une urgence à revoir Alain, à lui dire qu'elle savait et que cela ne changeait rien. Elle ne voulait pas l'obliger à redevenir quelqu'un qui l'avait fui. Elle voulait juste qu'il sache qu'il n'avait plus besoin de fuir. Elle rentra chez elle tard dans la nuit. L'appartement était silencieux. Rien n'avait bougé. Mais elle savait que quelque chose, en elle, avait profondément changé. Demain, elle chercherait des indices. Elle retournerait dans les endroits où il aimait marcher. Elle suivrait les traces qu'il avait laissées sans le vouloir. Parce que maintenant, elle connaissait son nom. Et elle ne comptait pas le laisser s'effacer une fois de plus. Le lendemain de son retour de Paris, Élodie n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit à revoir chaque détail des semaines précédentes, chaque phrase prononcée par Alain, chaque geste trop maîtrisé, chaque silence trop chargé. Désormais, tout avait un autre éclairage. Elle ne voyait plus un homme égaré, mais un homme en retrait, volontairement en retrait, qui avait choisi de vivre à l'écart du monde, avec pour seul bagage ce qu'il voulait bien montrer. Elle savait son nom maintenant. Elle savait ce qu'il avait fui. Mais elle ne savait toujours pas pourquoi. Et cette question lui brûlait l'esprit. Elle sortit de chez elle avec une détermination nouvelle. Elle retourna au parc de la Tête d'Or, là où tout avait commencé. Elle parcourut les bancs un à un, scruta les visages familiers. Mais Alain ne s'y trouvait pas. Elle poussa plus loin, vers les rues autour du Rhône, vers les petites places où il aimait parfois s'arrêter. Rien.
Pas une trace. Elle interrogea 2 ou 3 personnes, sans obtenir d'informations utiles. Certains semblèrent le connaître de vue, mais aucun ne savait où il pouvait être. Il avait disparu, une fois encore. De retour chez elle, elle tenta de rationaliser. Il avait laissé derrière lui une empreinte discrète mais réelle. Il ne pouvait pas être loin, pas encore. Elle fouilla son téléphone, relut l'article sur la famille Dubois. Elle relut aussi ses propres notes, ses recherches, tout ce qu'elle avait compilé discrètement. Puis, presque par instinct, elle décida d'appeler Léa. Sa voix, à l'autre bout du fil, lui sembla encore plus précieuse. « Léa, j'ai besoin de comprendre. Tu m'as dit qu'il avait changé après la mort de ses parents. Tu sais ce qui s'est passé exactement ?» Un silence puis un soupir. Pas tout. Il y avait beaucoup de spéculations. L'accident était étrange. Ils revenaient d'une réception à Bordeaux. Leur voiture a quitté la route dans une ligne droite, sans qu'on sache pourquoi. Pas de traces de freinage, pas d'alcool, pas de tiers impliqués. Mais Alain a toujours dit qu'il ne croyait pas à un simple accident. Il soupçonnait un sabotage. Il en a parlé à quelques personnes, puis s'est complètement fermé. Un mois plus tard, il vendait ses parts de l'entreprise, fermait son appartement parisien et disparaissait. Et les autorités? Elles n'ont pas enquêté. L'affaire a été classée sans suite. Manque de preuves. Famille influente. Tu sais comment ça marche. Mais Alain n'a jamais digéré ça. Il disait que son père préparait une restructuration, qu'il voulait changer la direction de l'entreprise, couper certains liens douteux. Il pensait que ça avait un lien. Élodie écoutait, le souffle court. Tout prenait sens, ou du moins un semblant de logique. Alain ne s'était pas simplement retiré du monde par dégoût de la richesse. Il fuyait d'un système qu'il soupçonnait d'avoir détruit sa famille. Il s'était caché pour se protéger, et peut-être aussi pour ne pas être retrouvé par ceux qu'il croyait responsables. Mais alors pourquoi était-il revenu vers elle? Pourquoi s'était-il exposé en acceptant son aide, en dormant chez elle, en partageant son quotidien? La réponse lui apparut brutalement. Il n'avait pas prévu de rester. Il pensait repartir. Il s'était laissé prendre par une proximité qu'il n'avait pas anticipée. Et quand Mathieu était revenu, quand le passé avait frappé à la porte, il avait paniqué, parce qu'il savait que sa cachette devenait fragile. Ce même jour, en fin d'après-midi, Élodie rentra chez elle après une longue errance dans la ville. Elle monta les escaliers lentement, la tête lourde de questions. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une odeur inhabituelle l'assaillit. Quelque chose dans l'air n'était pas à sa place. Elle posa son sac, s'avança dans le salon et s'arrêta net. L'appartement était sans dessus-dessous, les coussins renversés, les tiroirs ouverts, les papiers éparpillés au sol. Quelqu'un avait fouillé, pas simplement visité. Quelqu'un avait cherché quelque chose. Elle sentit une peur froide la gagner. Elle recula d'un pas, attrapa son téléphone. Mais avant de composer un numéro, elle entendit un bruit, un souffle, un mouvement. Elle se tourna brusquement vers l'ombre près de la cuisine. Alain, assis, dans le noir, le regard fixé sur elle. Il avait l'air fatigué, tendu, mais bien là. Sa chemise était froissée, ses cheveux plus longs qu'avant, ses yeux cernés. « Tu es revenu », dit-elle dans un souffle. « Je ne suis jamais vraiment partie. Juste assez pour voir si quelqu'un me suivait. »« Et ce chaos ?» demanda-t-elle en montrant le désordre autour d'eux. « Je suis arrivée et j'ai trouvé l'appartement comme ça. Quelqu'un est venu ici, quelqu'un qui me cherche, pas toi. » Elle se sentit vaciller. Elle s'assit en face de lui, la gorge sèche. « Qui ? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est lié à mon passé, à ce que j'ai fui. » Il marqua une pause, puis reprit. « Je voulais te protéger. C'est pour ça que je suis parti. Mais je me suis trompé. Partir ne règle rien. Et maintenant, ils savent que je ne suis plus mort, que je suis là, et que je t'ai laissé entrer dans ma vie. » Elle l'écoutait sans bouger. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement. Il n'était pas simplement un héritier en fuite, il était une cible, et elle peut être devenue involontairement un maillon faible. « Tu vas repartir ?» demanda-t-elle. « Non, pas sans t'avoir dit la vérité. »« Toute la vérité ?» Il acquiesça. « Toute. » Il se leva, marcha lentement vers elle, s'arrêta à quelques pas. « Il y a 7 ans, mes parents ont été tués. Je le sais. Pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je l'ai vu dans les chiffres, dans les mouvements d'argent, dans les silences soudains de certains partenaires. Ils préparaient un changement majeur dans notre entreprise familiale. Ils voulaient rompre avec des réseaux obscurs.
Ils ont été éliminés. Et moi, j'étais le prochain. J'ai tout vendu, j'ai tout quitté, et je me suis fait oublier. J'ai vécu dans la rue parce que c'était la meilleure façon d'être invisible. Pas de traces bancaires, pas de téléphone, rien. Et maintenant? Maintenant, je n'en peux plus de fuir. Tu m'as montré que la vie peut encore contenir des moments vrais, même dans le chaos, même sans rien. Et je suis fatigué de me cacher. Je veux reprendre le contrôle, pas pour redevenir un Dubois, mais pour être moi, et pour être avec toi. Élodie sentit ses mains trembler. Elle ne savait pas ce que cela signifiait encore. Mais une chose était certaine, elle n'était plus spectatrice. Elle était désormais partie prenante de cette vérité, et elle n'avait pas l'intention de reculer. La nuit était tombée sur Lyon, pesante et silencieuse. L'appartement d'Élodie baignait dans une lumière tamisée, les lampes basses projetant des ombres douces sur les murs. Alain se tenait toujours debout, face à elle, les traits figés mais les yeux vibrants d'une tension contenue. Élodie restait assise, droite, les mains sur les genoux, concentrée sur chaque mot, chaque mouvement. Le chaos qu'elle avait trouvé en rentrant quelques heures plus tôt n'était pas seulement un signe de danger, c'était la confirmation qu'Alain était bien plus qu'un fantôme du passé. Il était désormais une cible, vivante, réelle, et elle se trouvait au centre de son histoire. « Tu n'as jamais pensé à porter plainte ?» demanda-t-elle d'une voix neutre sans accusation. « Porter plainte contre qui ?» répliqua-t-il sans hésitation. Il n'y avait pas de preuves, aucun témoin, juste des soupçons. Et face à des noms aussi puissants que ceux que mon père voulait affronter, les soupçons ne suffisent pas. J'ai passé des mois à essayer, à rencontrer des journalistes, des magistrats. Tous ont reculé ou disparu. Il s'avança lentement, s'assit sur le bord du fauteuil en face d'elle, les coudes posés sur les cuisses. Et puis, j'ai compris que la vérité ne suffirait pas. Il fallait disparaître pour survivre. Alors, j'ai fait le choix de l'effacement. J'ai tout vendu. J'ai laissé mon nom derrière moi. Et j'ai appris à vivre sans rien, sans but, sans attache, jusqu'à ce que je te voie. Élodie soutint son regard. Elle n'éprouvait ni peur, ni doute. Seulement cette étrange lucidité qui la traversait depuis plusieurs jours. Elle ne se posait plus la question de savoir si elle devait l'aider. Elle savait qu'elle le ferait. Elle savait aussi que cela aurait un prix, qu'elle ne maîtrisait pas encore. Pourquoi m'avoir laissé entrer? Pourquoi avoir accepté mon aide si tu savais que cela pouvait te mettre en danger ou me mettre en danger? Il se pencha un peu plus vers elle, ses yeux brillant d'une intensité nouvelle. Parce que j'étais fatigué. Fatigué de la solitude, fatigué de me méfier de tout le monde. Et quand je t'ai vu, tu ne posais pas de questions, tu ne cherchais pas à comprendre ce que je cachais. Tu m'as regardé comme un être humain, pas comme un problème à résoudre. Et maintenant, que comptes-tu faire? Tu ne peux pas rester ici éternellement. Il baissa les yeux. Son silence était plus lourd que n'importe quelle réponse. Je dois reprendre le fil, dit-il enfin. Je ne parle pas de revenir dans l'univers du bois. Je ne veux pas de cette vie, mais je ne veux plus fuir non plus. Je veux reconstruire quelque chose, peut-être pas ce que j'ai perdu, mais quelque chose de vrai, à ma manière. Elle hocha lentement la tête, comprenant ce qu'il n'osait pas encore formuler entièrement. « Tu veux reconstruire avec moi ?» Il la fixa, droit dans les yeux. « Si tu le veux bien, mais pas comme Alain Dubois, pas comme l'ancien héritier. Juste comme un homme qui veut vivre sans masque. Je sais que ça ne sera pas simple. Je sais que ça signifie renoncer à certaines facilités. Mais je ne veux plus jouer un rôle. Pas avec toi. » Élodie resta silencieuse. Elle songea à sa propre trajectoire, à son mariage avorté, à son quotidien brisé, à tout ce qu'elle avait cru vouloir et qui s'était effondré sans prévenir. Elle avait cru que sa vie devait être stable, planifiée, contrôlée. Mais depuis qu'Alain était entré dans son monde, tout avait changé. Il avait amené avec lui le désordre, l'imprévisible, mais aussi une sincérité brute qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Ce que tu proposes est insensé, » dit-elle enfin. « Vivre sans filet, sans sécurité. Partir de rien, recommencer ailleurs. Ce n'est pas ce à quoi j'ai été préparé. Je sais, et pourtant, je ne vois pas comment je pourrais retourner à ma vie d'avant. Depuis que tu es là, je redécouvre ce que signifie respirer librement. Tu m'as ramené à moi-même, et je ne suis pas prête à renoncer à ça. » Un silence s'installa entre eux, dense, chargé de tout ce qu'il n'avait pas besoin de dire. Puis Alain se redressa. «
Alors j'ai une proposition, dit-il. Une vie nouvelle ailleurs. Pas dans le luxe, pas dans la clandestinité. Juste une vie simple. Un départ sans passé à justifier, sans nom à protéger. Mais à une condition. Elle leva les yeux, intriguée. Laquelle? Que nous n'utilisions plus mon nom. Plus jamais. Je veux couper tout lien avec ce que j'ai été. Pour toujours. Si un jour je suis rattrapé par ce passé, alors il faudra faire face. Mais jusqu'à ce jour, je veux que tu me connaisses uniquement comme Alain. Celui que tu as trouvé sur ce banc. Pas celui qu'on attendait dans un bureau doré à Paris. Élodie resta silencieuse. Elle comprenait la gravité de ce qu'il lui demandait. Ce n'était pas simplement un changement d'identité. C'était une rupture définitive avec tout un monde, un renoncement volontaire à des privilèges, une forme de sacrifice. Mais c'était aussi une preuve d'amour. Il ne lui offrait pas une vie facile, il lui offrait une vérité nue, honnête, sans artifice. « D'accord, dit-elle enfin, mais à une seule condition moi aussi. » Laquelle? Que tu arrêtes de décider seul ce qui est bon pour moi. Si on fait ce chemin ensemble, alors toutes les décisions se prennent à deux, même celles qui font peur. Il sourit pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire, sans retenue, sans défense. Marché conclu. Ils restèrent là, dans la lumière douce du salon, à se regarder en silence, loin de leur passé respectif, loin des blessures, loin des noms et des étiquettes. Ils n'avaient rien de ce que la société considérait comme une sécurité. Pas de plan, pas de statut, pas de certitude. Mais ils avaient cela, une décision partagée, un point de départ. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour commencer une vie nouvelle. Ce soir-là, Élodie ne dormit pas seule, pas parce qu'ils s'étaient précipités dans les bras l'un de l'autre, mais parce qu'ils avaient compris que l'intimité n'était pas une question de corps, mais de confiance. Deux âmes cabossées, mais encore debout, prêtes à affronter ensemble ce que le monde allait leur imposer. Les jours suivants furent un mélange étrange d'euphorie contenue et d'inquiétude diffuse. Depuis leur conversation à cœur ouvert, Élodie et Alain vivaient dans une bulle fragile, comme suspendus dans un équilibre précaire entre ce qu'ils fuyaient et ce qu'ils tentèrent de construire. Ils avaient commencé à parler d'un départ, d'un nouveau départ, dans un endroit où ni son passé à elle ni le sien n'auraient de poids. Ils voulaient une vie simple, sans faux semblants, sans retour en arrière. Mais rien n'était encore décidé, et l'ombre du passé se faisait de plus en plus présente. Un matin, alors qu'Alain préparait du café dans la petite cuisine, Élodie entra dans le salon avec un journal plié en main. Elle était pâle, tendue. Il comprit tout de suite qu'elle venait de lire quelque chose d'important. Il s'essuya les mains et la rejoignit. Elle posa le journal sur la table à la une. Héritier millionnaire retrouvé en situation de rue à Lyon. Le mystère Alain Dubois relancé. Le titre était accompagné d'une photo floue, prise de loin, où l'on distinguait Alain assis sur un banc, enroulé dans son manteau usé, le regard perdu dans le vide. Il sentit une vague glacée lui traverser le corps. Le passé venait de le rattraper. « Qui a pu faire ça ?» demanda-t-il, le regard figé sur la page. « Je l'ignore » répondit Élodie. « Mais regarde la signature de l'article. C'est un certain Jules Garnier. Ce nom te dit quelque chose ?» Alain hocha lentement la tête. Il couvrait les chroniques économiques à Paris il y a quelques années, très proche de certains groupes industriels. Mon père avait refusé une interview exclusive avec lui. Je n'ai jamais cru aux coïncidences. Le téléphone d'Élodie vibra. Un message de Camille. « Tu as vu les nouvelles ? C'est vrai ce qu'ils disent. Il est vraiment ce type dont tout le monde parle ?» Elle ne répondit pas. Elle déposa le téléphone sur la table et s'assit à côté d'Alain. « Il faut qu'on agisse. Si ton nom est sorti dans la presse, ce n'est qu'une question de jours avant que ta famille ne réagisse. Ou pire, ceux que tu fuyais. » Il la regarda avec une intensité nouvelle. « Je t'ai promis une vie hors de tout ça. Mais maintenant, tu es exposé. Ils savent que tu étais avec moi. Ton adresse peut fuiter. Tu peux devenir une cible. Et tu crois que je vais fuir maintenant? Tu ne m'as rien imposé, Alain. J'ai choisi de rester. J'ai choisi cette vie avec toi, même si elle n'est pas confortable. » Il soupira, passa une main sur son visage. « Ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement me faire taire. Ils veulent m'obliger à reprendre le flambeau. Mon nom a de la valeur pour eux. Un nom sert à rassurer les investisseurs, à signer des contrats, à manipuler des réseaux. Si je redeviens Alain Dubois publiquement, même sans reprendre l'entreprise, je leur rends service. Et si tu refuses,
Ils me discréditeront ou ils m'élimineront. Ils n'ont plus grand-chose à perdre. Ils passèrent la journée à organiser leurs idées, à envisager les scénarios possibles. Partir à l'étranger? Trop risqué. Se cacher à nouveau? Impossible. Son visage était désormais connu. Affronter les médias? Ce serait jouer le jeu de ceux qui voulaient le récupérer. Il fallait un autre plan, quelque chose de plus radical. Ce soir-là, alors qu'il dînait en silence, Alain posa soudain sa fourchette. Et si on quittait Lyon? Pas pour fuir, mais pour recommencer, légalement, avec une nouvelle identité. Pas en mentant, mais en choisissant ce qu'on veut montrer. On ne peut pas effacer les journaux, mais on peut maîtriser notre histoire. Élodie réfléchit. Elle avait passé toute sa vie à chercher la sécurité, la reconnaissance sociale, l'approbation. Mais elle avait appris dans ces dernières semaines que rien de cela n'avait de valeur si ce n'était pas vécu dans la vérité. D'accord, mais on le fait ensemble. Et pas en se cachant. Je refuse de construire notre futur sur la peur. On part parce qu'on le veut, pas parce qu'on y est forcé. Il hocha la tête. Je vais contacter une ancienne amie. Elle travaille dans une association dans le sud, un lieu isolé, proche d'un village. On pourrait s'y installer discrètement. Je peux y proposer mes compétences. Et toi, tu pourrais y enseigner, faire de la musique, écrire. Et s'ils nous retrouvent? Alors on leur montrera qu'ils n'ont plus rien à contrôler, qu'ils n'ont plus d'emprise. Je ne suis plus le jeune héritier docile qu'ils pensaient diriger. Mais la presse ne tarda pas à frapper encore. Le lendemain matin, la boîte mail d'Élodie était saturée. Des journalistes demandèrent des entretiens, des invitations à des plateaux télé. Une station de radio l'avait même appelée pour proposer une émission spéciale sur les histoires d'amour improbables. L'indécence médiatique atteignait son paroxysme. Plus troublante encore, une lettre manuscrite arriva sans expéditeur. L'écriture soignée, presque élégante, disait « Tu penses pouvoir le sauver? Tu ne sais rien de ce qu'il a fait. Il n'a pas seulement fui, il a laissé derrière lui plus que des affaires inachevées. Ton nom sera bientôt lié au sien. Fais le bon choix. » Élodie lut la lettre à voix haute. Alain blêmit. « C'est la même écriture que celle que mon père recevait avant sa mort. Des avertissements anonymes. Je croyais que c'était fini. Je croyais qu'en quittant tout, je les avais désarmés. Tu les as humiliés, en devenant ce qu'ils méprisent, un homme libre, et ça, c'est ce qu'ils ne supportent pas. Ils comprirent alors qu'ils n'avaient plus de temps à perdre. Ils firent leurs valises dans la nuit. Juste l'essentiel. Pas de souvenirs, pas de signes extérieurs de leur ancienne vie. Avant de partir, Élodie laissa une clé à Camille, accompagnée d'une note. « Ne cherche pas à me retrouver, je vais bien. Et cette fois, je pars par choix. » Dans le train qui les emmenait vers le sud, ils restèrent longtemps silencieux. Le paysage défilait lentement, rythmé par le cliquetis des rails. Alain tenait sa main dans la sienne, comme une promesse silencieuse. Ils ne savaient pas exactement ce qui les attendait, mais ils avaient une certitude. Ils le feraient ensemble. Ils n'avaient non plus rien à prouver, ni à expliquer, ni à justifier. Ils avaient seulement à vivre. Leur départ pour le sud s'était déroulé dans une discrétion quasi parfaite. Ni voisins curieux, ni membres de la famille n'avaient été prévenus. Le train les avait emportés loin de Lyon, de son passé fracturé, de ses ruelles pleines de souvenirs, de ses murs trop étroits pour une vie nouvelle. Élodie et Alain avaient trouvé refuge dans une petite maison en périphérie d'un village paisible, non loin de Carcassonne. La bâtisse, simple et un peu défraîchie, donnait sur un champ d'oliviers et une rangée de cyprès, comme une peinture silencieuse. Ils y vivaient depuis 2 semaines, reclus mais sereins, avec pour seul programme les courses hebdomadaires, quelques promenades à pied et de longues discussions au coin du feu. Mais leur illusion d'isolement fut brisée un matin froid de décembre. Élodie, en robe de laine et chaussettes épaisses, préparait le petit déjeuner quand Alain entra dans la cuisine, le regard grave. Il tenait un journal local qu'il venait de ramasser à la boulangerie. À la une photo de lui récente, nette. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une image volée. L'article détaillait l'ensemble de son parcours, depuis sa disparition jusqu'à sa réapparition publique, et mentionnait explicitement la présence d'une compagne lyonnaise, Élodie Moreau, institutrice et ex-fiancée d'un avocat connu. Elle prit le journal entre ses mains et lut en silence. L'article, signé à nouveau par Jules Garnier, était rédigé avec une froideur clinique. Il évoquait le malaise de la société face aux choix marginaux de ses élites, insinuait des troubles psychologiques, rappelait des faits sans preuve et décrivait leur relation comme un caprice romantique sur fond de rupture sociale.
La presse avait construit un récit, et elle l'avait fait sans leur consentement. Ils nous ont retrouvés, dit-elle. Ce n'était qu'une question de temps. Mais la presse n'était pas la seule à réagir. Dans les jours qui suivirent, les appels reprirent, cette fois plus insistants. Des journalistes, mais aussi des avocats, des membres éloignés de la famille Dubois, des relations du passé. On leur proposait de rétablir la vérité, d'accorder une interview exclusive, de signer un accord de confidentialité en échange d'une certaine somme. Certains proposaient de protéger les intérêts de la famille. D'autres menaçaient à peine voilée. Élodie reçut une convocation à la gendarmerie locale. Une plainte avait été déposée contre elle pour recel d'informations concernant une personne disparue. Une procédure sans fondement, évidemment, mais suffisante pour les rappeler à la réalité juridique. Ce n'était plus seulement une affaire de réputation ou d'image, c'était devenu une affaire d'état médiatique. Alain, quant à lui, recevait des lettres de plus en plus nombreuses, certaines officielles, d'autres écrites à la main, menaçantes ou suppliantes. La famille Dubois, après des années de silence, réclamait désormais son retour. L'entreprise vacillait, disait-on. Les actionnaires perdèrent confiance et son nom, son simple nom, pourrait tout stabiliser. On ne lui demandait pas d'agir, juste de revenir dans le cadre, une façade vivante pour sauver une structure vide. C'est exactement ce que mon père refusait, murmura-t-il en lisant une de ses lettres. Être une silhouette, une image sur un document de gouvernance. Élodie le regardait changer, pas par peur, mais par lucidité. Il ne fuyait plus, il comprenait, il analysait, et il prenait des décisions. « Que veux-tu faire » lui demanda-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Il resta longtemps debout devant la fenêtre, observant les nuages qui roulaient sur les collines. « Je vais disparaître à nouveau. Mais autrement. Pas comme avant, pas dans l'anonymat total. Je vais me retirer publiquement. Annoncer officiellement que je renonce à tout lien avec la famille, l'entreprise, les biens. Faire une déclaration légale, irrévocable. Et si cela les pousse à te faire du mal, je ne serai plus une menace s'ils comprennent que je ne reviendrai jamais. Mais pour cela, il faut que ce soit dit haut et fort. Je vais envoyer un courrier au journal officiel, déposer les documents auprès d'un notaire, enregistrer une déclaration auprès d'un huissier. Tu vas leur laisser tout ça ? Ce n'est pas un abandon, c'est un choix, le seul que je peux faire pour que nous puissions vivre libres. » Ils passèrent les jours suivants à tout mettre en ordre. Alain rédigea lui-même les textes de renoncement. Élodie l'accompagna à chaque rendez-vous légal, discrète mais présente. Ils prirent soin de tout documenter, de tout signer en double. À chaque signature, Alain semblait gagner en légèreté. Il n'effaçait pas son passé, mais il le scellait dans une capsule que plus personne ne pourrait ouvrir. Mais l'agitation ne s'éteignit pas pour autant. Les médias en firent leur gros titre. Alain Dubois renonce à son héritage, une trahison ou un acte de courage. Des tribunes furent écrites, des débats furent lancés à la télévision, des experts analysaient ses motivations, des anciens collègues s'exprimaient anonymement. Et toujours, au centre, son visage, repris, recadré, interprété. Élodie, elle, reçut un appel inattendu. Un journaliste indépendant, moins sensationnaliste que les autres, lui proposa un droit de réponse. Un entretien sans caméra, sans enregistrement, juste des mots. Elle refusa. Mais ces mots à elle, elle les écrivit. Une lettre ouverte, publiée en ligne sur un simple blog personnel. Elle y expliquait leur démarche, leur volonté de se retirer, leur droit à une vie sans spectacle. Elle n'attaquait personne. Elle n'injuriait personne. Elle racontait seulement leur vérité, calmement, honnêtement. La lettre fit le tour des réseaux sociaux, fut partagée des milliers de fois, traduite en plusieurs langues. Et puis, lentement, le bruit se calma. L'attention médiatique, comme toujours, se détourna vers d'autres affaires, d'autres scandales. Les articles furent archivés, les photos oubliées. Les appels cessèrent. Et un matin, dans la boîte aux lettres, une enveloppe sans nom. À l'intérieur, un billet de train pour une destination discrète dans le lot. Pas de menace cette fois. Juste une ligne. Partez maintenant. Commencez. Ils comprirent que c'était une porte, une opportunité d'aller plus loin encore dans leur effacement volontaire. Non pas comme une fuite, mais comme une transition. Ils firent leur valise une nouvelle fois, sans tristesse, sans hâte. Ils avaient fait leur part. Le monde avait tenté de les définir. Ils avaient répondu par leur propre langage. Et ils étaient prêts. Pour la suite. Le train avançait lentement à travers la campagne du sud-ouest.
La lumière hivernale adoucissait les contours du paysage, donnant aux arbres dénudés une élégance sobre. Élodie observait par la vitre les champs qui défilaient, les villages endormis, les routes secondaires serpentant entre les collines. Face à elle, Alain feuilletait un carnet de notes, silencieux. Aucun des deux ne parlait. Ils n'avaient pas besoin de mots à cet instant. Le silence entre eux était celui d'une certitude partagée. Ils s'étaient choisis, et ils allaient recommencer ailleurs. La destination indiquée sur le billet anonyme était une petite gare secondaire, à l'écart des grandes lignes. À leur arrivée, ils trouvèrent un taxi qui les conduisit à une ancienne bâtisse transformée en centre d'accueil pour enfants orphelins. Une structure modeste, financée par des dons privés gérés par une équipe réduite, où les besoins étaient immenses et les moyens limités. L'accueil fut discret. On les connaissait, mais personne ne posa de questions. Alain avait pris contact sous une autre identité administrative, avec des références simples mais suffisantes. Il avait dit vouloir s'impliquer dans un projet utile, discret, hors des circuits classiques. On lui avait répondu qu'il était le bienvenu, à condition de respecter la règle essentielle. Ici, tout le monde recommence à zéro. Le bâtiment principal, ancien corps de ferme rénové, abritait une cuisine collective, plusieurs chambres, une salle de classe improvisée et un jardin potager entretenu par les résidents. Une vingtaine d'enfants y vivaient, entre 6 et 15 ans, tous marqués par des histoires complexes. Élodie fut bouleversée par leur regard, une gravité précoce, mais aussi une forme de curiosité intacte, un appétit de lien. Elle comprit instantanément que sa place était ici. Elle proposa de donner des cours de soutien scolaire, de musique, de lecture. On l'accepta sans cérémonie. Il n'y avait pas de bureaucratie inutile, seulement des besoins à combler. Alain, lui, se chargea du potager, des réparations, de la cuisine. Il forma un binôme naturel avec le responsable du lieu, un homme nommé Marc, ancien ouvrier devenu éducateur. Ils passaient des heures à discuter de techniques agricoles, de menus équilibrés, d'organisation logistique. Alain, malgré son passé sophistiqué, s'adaptait avec une aisance déconcertante. Il ne parlait jamais de son ancienne vie, et personne ne lui posait de questions. Le soir, ils regagnaient leur petite chambre, simple mais chaleureuse. Pas de télévision, pas d'internet. Juste un lit, une armoire, une table de chevet et une lampe. Là, ils retrouvaient l'intimité d'un quotidien lent, rythmé par des gestes simples, préparer une tisane, se raconter la journée, lire à voix haute, s'endormir l'un contre l'autre sans rien attendre de plus. Un soir, quelques semaines après leur arrivée, ils s'assirent à l'extérieur, emmitouflés dans des couvertures, face au ciel clair. Le silence du lieu était profond, interrompu seulement par les cris lointains d'un renard ou les branches qui craquaient sous le gel. « Tu regrettes » demanda Alain, la voix basse. « Rien du tout » répondit Élodie. « Il y a quelques mois, j'étais dans une robe de mariée en train de pleurer devant un autel vide. Et maintenant, je suis ici, à réparer des âmes brisées avec un homme qui a tout abandonné. C'est peut-être fou, mais c'est la première fois que je sens que ma vie a du sens. » Il la regarda longuement, puis reprit « Moi, je regrette une chose. » Elle tourna la tête vers lui, surprise. « J'aurais aimé te rencontrer plus tôt, avant la chute, avant la fuite. Peut-être que j'aurais eu le courage de faire les bons choix plus tôt. » Elle sourit doucement. « Tu ne serais pas celui que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas traversé tout ça. Et je ne suis pas sûr que j'aurais vu en toi ce que je vois maintenant. Et qu'est-ce que tu vois, exactement ?» Elle le fixa, sans détour. « Quelqu'un qui ne triche pas. Quelqu'un qui sait ce que valent les choses simples. Quelqu'un qui ne fuit plus. » Il resta silencieux, les yeux brillants. Puis, lentement, il sortit une petite boîte en bois de sa poche. Pas un écrin luxueux. Un objet fait main, usé mais solide. Il l'ouvrit. À l'intérieur, 2 anneaux en corde tressée, faits à partir d'un fil trouvé dans l'atelier du centre. « Je n'ai pas de bague en or, dit-il. Je n'ai pas de famille à inviter. Je n'ai pas de photographe, de traiteur, de salle à décorer. Mais j'ai ça. Et j'ai toi. Si tu le veux, on pourrait se promettre ici, entre ces murs. Pas devant la loi, devant la vie. » Élodie sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait jamais rêvé d'un mariage grandiose. Pas vraiment. Ce qu'elle avait toujours voulu, c'était une promesse sincère, sans masque, sans attente démesurée. Elle regarda les anneaux, simples, bruts, mais symboliques. Puis, elle tendit la main. « Je le veux, mais à une condition. » « Laquelle »
Que peu importe ce qui nous arrive ensuite, on ne redevienne jamais des versions incomplètes de nous-mêmes, ni des rôles, ni des fantômes. On reste réel, entier, ensemble, promis. Ils échangèrent les anneaux dans la clarté discrète des étoiles. Aucun témoin, si ce n'est les arbres endormis et le vent froid qui passait entre les pierres du vieux mur. Ce n'était pas un mariage au sens classique, pas de signature, pas de serment officiel. Mais dans l'intimité de cet instant, ils savaient qu'ils venaient de créer quelque chose de plus fort que n'importe quel contrat. Ce soir-là, ils s'endormirent enlacés, sans dire un mot de plus. Pour la première fois depuis longtemps, le passé n'avait plus d'emprise. L'avenir n'était plus une menace, et le présent enfin était à eux, rien qu'à eux. Le matin se leva sur la campagne, avec une lenteur apaisante, les premières lueurs filtrant à travers les rideaux épais de la petite chambre qu'Alain et Élodie occupent depuis plusieurs mois désormais. Le silence règne encore dans la maison, à peine troublé par quelques bruits discrets venus du couloir, des pas feutrés, une porte qui grince doucement, un seau d'eau déplacé avec précaution. C'est un jour comme les autres ici, et pourtant pour eux, il porte une signification particulière. Ils se lèvent sans se presser, enfilent des vêtements simples, choisis avec soin mais sans ostentation. Élodie attache ses cheveux avec un ruban blanc, le même qu'elle utilisait autrefois pour ses cours de piano. Alain ajuste une chemise en lin qu'il a repassée la veille, posant un regard tranquille sur le miroir fendu accroché au mur. Aucun mot n'est échangé pendant les premières minutes. Ils n'en ont pas besoin. Ils savent que ce jour-là n'est pas un recommencement, mais l'aboutissement d'un choix qu'ils ont construit patiemment, jour après jour, loin des regards, des jugements, des contraintes. Ils sortent dans le froid matinal. Le ciel est clair, limpide, sans menace. Le chemin est court, quelques centaines de mètres à pied jusqu'à une petite église abandonnée depuis longtemps, dont le toit a été en partie restauré par Alain, avec l'aide de Marc et des adolescents du centre. L'intérieur est vide de tout mobilier sacré, mais les murs tiennent encore debout, et les vitraux, bien que partiellement brisés, laissent passer une lumière douce qui colore les pierres. Là, dans ce lieu déserté par la religion, mais encore chargé d'une mémoire collective, Élodie et Alain s'arrêtent. Il n'y a pas de prêtre, pas de discours, pas de musique, juste eux, leurs mains jointes et un silence complice que seul le vent vient troubler. Ils s'échangent un regard profond, lourd de tout ce qu'ils ont traversé. « Il y a 1 an, j'étais une femme abandonnée devant un autel, » dit Élodie calmement. « Aujourd'hui, je suis ici, debout, avec toi, dans un lieu sans public, sans promesse démesurée, mais avec une vérité que je n'avais jamais connue. Tu n'es pas ce que j'attendais. Tu es bien plus. » Alain prend la parole à son tour, d'une voix grave mais maîtrisée. « J'ai passé des années à fuir un nom, une histoire, une image de moi que je n'avais jamais choisie. Et puis je t'ai rencontré, et j'ai compris que je n'étais pas obligé de tout effacer pour vivre. Il me suffisait d'être vrai avec toi. Tu ne m'as jamais posé la mauvaise question. Tu ne m'as jamais imposé d'être autre chose que ce que j'étais. Et pour ça, je te dois plus que ma reconnaissance. Je te dois ma vie. » Ils s'échangent à nouveau les anneaux en cordes tressées, ceux qu'ils avaient regardés depuis ce soir sous les étoiles, comme un rappel tangible de la simplicité qu'ils avaient choisie. Puis ils restent là un moment, sans geste théâtral, sans émotion excessive, seulement ancrés dans une présence complète. Au centre, de loin, 2 enfants du foyer les observent à travers une ouverture dans le mur. Ils ne comprennent pas tout, mais ils sentent que quelque chose de rare se passe. Plus tard, ils demanderont à Marc pourquoi il n'y avait pas de robe blanche, pas de fanfare, pas de foule. Et il leur répondra que certaines unions se passent dans le silence et qu'elles sont parfois les plus solides. Les mois suivants passent sans éclat. Élodie continue à enseigner, à organiser des ateliers de lecture, à écrire parfois dans un carnet qu'elle garde toujours près de son lit. Alain développe le jardin, construit une serre, apprend aux plus jeunes à planter, récolter, respecter la terre. Il ne parle plus de l'affaire du bois. Elle est morte d'elle-même, engloutie par d'autres drames, d'autres figures publiques, d'autres priorités médiatiques. Un jour, cependant, une lettre leur parvient, cette fois officielle, cachetée par un notaire parisien. Elle confirme que les procédures de renoncement d'Alain ont été validées, enregistrées, que son nom ne figure plus dans aucun registre d'héritage, que les dernières actions restantes ont été redistribuées selon ses volontés. Il n'est plus légalement un Dubois. Il n'est qu'un citoyen ordinaire, sans fortune, sans pouvoir symbolique.
Il lit la lettre sans émotion, puis la brûle dans le poêle, page par page. 3 ans passent. Élodie et Alain n'ont jamais quitté leur poste au foyer. Ils sont devenus des repères pour les enfants, des piliers tranquilles, discrets. Ils n'apparaissent nulle part, ils ne publient rien. Ils ne cherchent ni reconnaissance, ni validation. Mais un jour, une initiative les sort de l'ombre. À l'occasion d'un projet de financement participatif pour agrandir le centre, un article est publié sur une plateforme spécialisée. Il évoque un couple discret, anciennement issu de milieux très différents, qui a tout quitté pour consacrer sa vie aux plus fragiles. Aucune photo, aucun nom complet. Mais le texte touche, les dons affluent. Et avec eux des propositions, des subventions, des aides logistiques, du soutien d'anciens anonymes. La nouvelle fondation qu'ils décident alors de créer porte un nom simple, la deuxième chance. Ce n'est pas une œuvre de charité, c'est un pont entre ceux qui ont chuté et ceux qui ont relevé la tête. Ils y accueillent d'anciens sans-abri, des jeunes en rupture, des adultes perdus. Alain anime des ateliers de réinsertion. Élodie crée une bibliothèque participative et forme des bénévoles. Ils ne racontent jamais leur propre histoire, mais ceux qui les côtoient sentent que ces deux-là ont vécu une vérité que peu osent affronter. Un soir, alors qu'ils ferment les volets du bâtiment principal, un jeune homme qui vient d'arriver leur demande s'ils sont mariés. Alain répond avec son calme habituel. « On s'est promis de rester vrai. Ça vaut plus que n'importe quel certificat. » Et Élodie, en souriant, ajoute « Et on tient parole. » Ils s'éloignent, main dans la main, dans la lumière déclinante. Ils n'ont plus besoin de fuir. Ils n'ont plus besoin de prouver. Ils ont trouvé ce que peu de gens trouvent dans une vie entière, une forme d'équilibre entre le passé et l'avenir, et surtout une paix que rien ni personne ne pourra jamais leur enlever.